Richard, c'est un excellent animateur. Un excellent animateur. Il m'a toujours... je trouve sa façon d'être capable d'improviser des gags en direct, en public, quand on faisait de la radio, quoi, il y avait une rapidité d'esprit qui m'épatait totalement. Richard veillait sur nous un peu comme un père, c'est-à-dire que comme un père, il était parfois sévère, il trouvait qu'on allait trop loin, mais en même temps, il était bienveillant, il aimait ce qu'on faisait, il aimait la gang. Richard, c'est le cœur d'RBO. Sans Richard, il n'y a pas d'RBO. Richard est venu tous nous chercher. Et, moi, j'admire beaucoup Richard parce que il a parti quelque chose. Et dans sa tête à lui, il partait une émission de radio sur le rock avec des sketchs de temps en temps. C'est devenu un groupe d'humour. Je ne suis pas sûr qu'il pensait que ça allait devenir un groupe d'humour. Et Richard, dans un groupe d'humour, savait peut-être pas quoi faire. Ce gars-là est un animateur, c'est pas un humoriste, c'est pas un chanteur. Et à un moment donné, Rock et Belles Oreilles, c'est devenu des humoristes et des chanteurs. Et Richard a eu la modestie de s'effacer. Je trouve ça remarquable. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé ailleurs, puis il a recommencé avec d'autres. Il a parti les Bleus Poudres. Les Bleus Poudres, c'est Richard. Et autour de Richard, il y a d'autres mondes qui sont greffés. Et à un moment donné, c'est devenu plus gros que Richard. Richard, il est parti. Puis il a parti les Midi Fous à la radio. Ce gars-là, c'est un rassembleur, c'est un leader incroyable. Et ça a été le premier à croire à Rock et Belles Oreilles. S'il n'avait pas fait certaines manœuvres ou s'il n'avait pas été conscient de tout ce qui nous entourait, je suis pas sûr que le groupe aurait percé, tu sais. Richard, il était insécure, fait qu'il disait tout le temps « Mais là, je sais pas, on est-tu prêt à faire ça? » Et effectivement, presque toutes ces interrogations étaient extrêmement fondées parce que nous autres, on allait se péter la gueule, là, mais joyeusement, à chaque fois avec une insouciance absolument insensée. Donc, avec Richard, avec qui j'étais très ami, puis avec qui je suis encore très ami, avec qui je m'entends très, très bien et que je trouve profondément gentil et sympathique, au niveau du travail, on n'avait jamais les mêmes idées. Ma première impression de Guy, là, quand je le voyais, parce qu'il avait une réputation de baveux, et d'ailleurs, il était beaucoup plus baveux aussi à cette époque-là, j'ai eu un certain recul. Mais à un moment donné, j'ai découvert l'homme, parce que déjà, il y avait un homme qui se développait dans cet adolescent attardé-là. Et c'était quelqu'un de sensible, c'était quelqu'un d'enthousiaste, un enthousiasme délirant, tu sais. Il y a un côté très bitch, très méchant, puis en même temps, il y a un côté très généreux. C'est le genre à pas oublier ta fête. C'est le genre... il m'a envoyé un bouquet de fleurs le jour du 20e anniversaire de RBO à la radio où j'étais. Quelqu'un qui pense beaucoup aux autres, mais en même temps, il y a un côté très percutant, très observateur pour voir qu'est-ce qui cloche dans une publicité, une émission de télé, une situation. Il est très, très habile. Guy, c'est un gars, je dirais, extrêmement structuré, très organisé. Et ben, lui, comme les autres, dans leurs textes, il y avait un côté que moi, j'appréciais beaucoup, qui était vraiment... On écrit le texte de cette façon-là, puis non, tu changes pas un mot parce que c'est comme ça que c'est drôle et non pas à l'envers, et puis tout ça. Il y a un côté très précis dans son écriture, puis dans son travail aussi. Guy a aucune censure, il n'y a pas de filtre, ça sort et tu l'acceptes, tu le prends. Les gens, quand est-ce que les gens ont dit Guy Lepage va trop loin, c'est pas arrivé très, très souvent. Guy là-dessus est extraordinaire. Guy, c'est un travailleur. Moi, c'est la personne que je connais qui travaille le plus. Puis Guy, c'est un gars de gang, c'est un gars de groupe. Alors, le groupe, là, il a tenu parce que Guy tenait à ce que les gens soient là. À la deuxième année, il nous a tous appelés, puis il a dit « Ça tente à tout le monde de revenir, sauf toi, viens-tu? » On l'a su par la suite, mais sur le coup, si tout le monde revient, sauf moi, je vais y aller parce que c'est une gang le fun. Puis il a appelé Yves, il a dit la même chose, il a appelé André, puis Richard, tout le monde. Puis c'est comme ça que ça a continué. Fait que Guy, c'est l'enthousiasme, c'est le premier public, c'est un public extraordinaire, Guy. Tu comptes une blague, puis même si c'est bien plate. T'sais. Bruno, c'est quelqu'un qui a une faculté et justement, en revoyant du matériel, c'est un bouffon. C'est un bouffon né. Tu sais. C'est vraiment, tu regardes, tu rencontres le type dans la vie. Buster Keaton, tu lui mets un costume, une perruque, puis c'est la déconnade. Tu sais, l'aspect le plus slapstick, on l'a vu dans son Ringo, c'est Chef Gros-Lot, Bonjour la police, son Sergent Bigra complètement imbécile. Bruno peut te faire rire sans texte, ce qui est pour un humoriste, à mon avis, la plus grande des qualités. Ce que ce gars-là est capable de faire avec sa face, avec son corps,
c'est Mr. Bean, Bruno. Bruno, c'est le Mr. Bean du Québec. Et c'est également quelqu'un qui est extrêmement exigeant, extrêmement tatillonneux, au point quasiment des fois d'en être achalant, un souci du détail. Et des fois, les gens qui travaillaient avec nous autres, ça les agaçait, ça, parce que Moses, si, je sais pas moi, si tu travailles à la bande sonore de l'émission Rock et Belles Oreilles et que tu aurais pu remonter un peu la guitare, mais tu l'as pas fait parce que, coudonc, ça te tente pas, tu veux finir plus vite, bien, Bruno, il va l'entendre puis il va te le dire que tu l'as pas fait. Et à ce niveau-là, Bruno a été bien, bien important dans bien des réalisations de Rock et Belles Oreilles à cause de ça, parce qu'il laissait rien passer. Bruno, c'est de ma vie, c'est la personne qui m'a fait le plus rire. Pour moi, c'est le gars le plus drôle au monde. C'est le plus niaiseux, le plus con, le plus bouffonneux. Mais vraiment, il a des éclats de rire avant et pendant le travail et entre les prises, dans la vie privée. C'est vraiment le chef des oufs. J'ai jamais ri comme ça de ma vie. Bruno, Bruno, c'est le bouffon de la gang, celui qui se plaisait à faire des blagues épaisses des fois, là, mais profondément épaisses. Puis tu essayais de trouver un deuxième niveau, il n'y en avait pas. C'était ça. C'était vraiment du crouton à son meilleur. Bien, Chantal, elle avait un statut particulier dans le groupe. Premièrement, c'était la blonde de Richard. Et c'est une fille, une deuxième affaire. Et troisièmement, elle n'écrivait pas. Alors, tu avais un groupe de créateurs multidisciplinaires, puis tu avais une comédienne qui était en plus une fille. Chantal, très talentueuse, très méticuleuse, très perfectionniste dans ses imitations, dans ses personnages. Elle pouvait travailler des heures à regarder une chanteuse, à regarder une comédienne, une animatrice pour prendre tous ses tics pour essayer de l'imiter à la perfection. C'est quelqu'un de très, 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 très organisé, très méticuleux. Chantal, c'est un travail d'une précision, je te dirais, c'est chirurgical quasiment. C'est comme une façon d'observer dans ses imitations, mais aussi dans son interprétation. C'est quelqu'un d'extrêmement... dans la vie, est un peu lunatique comme ça, mais dans le travail, extrêmement... je sais pas si elle fait ça de façon instinctive ou si ça y vient... après bien du travail, mais tu regardes ses imitations, je regarde les vieux sketchs de RBO, je suis comme en admiration totale. Chantal, c'est quelqu'un d'extrêmement discret, tu sais, qui fait pas de bruit. Mais aussitôt que tu allumes un projecteur, là, ça devient une bombe. Là. Ça devient une bombe, un feu d'artifice. C'est quelqu'un qui s'extériorisait beaucoup dans le travail. Puis un talent fou. Elle avait des textes à apprendre et à côté de ces textes, il y avait des petits dessins. Puis c'est des petits dessins d'elle à l'écran avec des positions. Et elle pouvait faire 10 fois la même take et elle a fait 10 fois de la même façon. Et quand tu regardes Chantal jouer des affaires, écoute, quand elle fait les Rita Mitsuko, j'ai l'impression que même son petit doigt, elle savait quoi faire avec. T'sais. À ce niveau-là, elle est 100 fois plus préparée que moi, qui était très préparée, mais moi, mon petit doigt, je m'en fous. Là, t'sais. Elle, non, le petit doigt, il va être comme ça. Puis il va être comme ça à chaque fois qu'elle va le faire. Elle est... moi, je trouve que c'est, dans les filles au Québec, une des plus grandes comiques qu'on a. André, c'est un minutieux, c'est un professionnel. Ce gars, tu sais, au début, nous autres, c'était très amateur ce qu'on faisait, puis il n'y avait aucune prétention de professionnalisme. Mais André arrivait à l'heure, les textes prêts, il connaissait ses affaires, il était tout le temps parfait. Fatigant, ça. André, c'est le juggalogue du groupe. C'est notre Pierre Lalonde à tous. Je me souviens que quand on a commencé, moi, j'avais l'impression, bien évidemment, aucun de nous a étudié dans le domaine, donc on essayait, puis on n'était pas toujours bon. Mais lui, dès le départ, c'était les voix, puis tout ça, puis à la Pierre Lalonde, il chantait bien. Il l'avait. André, c'est le côté très musical pour moi de RBO. Le côté très, disons, chanson, parodie de chanson. Nous, quand on a commencé RBO, on était assez... On était toute la gang assez flyés. Pas très pas du tout carriériste. On aimait ça fêter, fumer un petit joint, boire de la bière. Tu sais, on savait pas trop ce qu'on voulait faire. André, lui, c'était l'inverse. Lui, c'était un petit monsieur. Il avait déjà une super diction. Il chantait bien. Il jouait bien. Il avait comme une vision. Puis pas nous autres. Nous autres, c'était le petit monsieur de la gang.
Ce qui me fait rire, c'est qu'à 40 ans maintenant, c'est peut-être maintenant le plus flyé de la gang. Disons que André puis moi, on avait des univers tout à fait opposés. Tu sais, lui, c'était Chagalou, Yaha, tu sais, Pierre Lalonde, Feu sauvage. Moi, qui n'étais pas un univers qui me correspondait. Tu sais, moi, j'étais plus dans une espèce d'univers de flyer ou tu sais, de l'humour un petit peu plus, je sais pas, absurde. Et au cours du travail, on s'est rejoint au cours du travail, tu sais, dans notre façon aussi même d'envisager l'humour. Moi, j'ai découvert des choses en travaillant avec André qui s'est fait au cours des années. Ben, au début, je sais pas comment lui prend ça, mais moi, au début, j'étais incapable de travailler avec ce gars-là. Je le comprenais pas, j'arrivais là. Moi, j'étais comme hyper organisé, Lui, il arrivait, il faisait n'importe quoi. Puis ça pouvait pas marcher. Il fallait qu'on se comprenne. Il fallait qu'on en arrive à un point où on échange ça. Alors moi, il m'a permis d'être plus flyé. Et je pense qu'avec le temps, je suis devenu beaucoup plus flyé, beaucoup moins ferme. Et lui, avec le temps, est devenu plus organisé. Je pense que cet échange-là a vraiment été bénéfique aux deux. Yves, pour moi, c'est l'artiste, le plus artiste de la gang, celui dont l'univers est le plus éclaté, le plus flyé, tu sais jamais où est-ce qu'il s'en va ou où est-ce qu'il est allé chercher quelque chose. Je le trouve extrêmement talentueux. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, là, mais lui, il est particulièrement flyé. Yves, c'est un peu une boîte à surprises. Yves, c'est une imagination débridée. Au niveau du caractère aussi, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Yves, c'est vraiment une boîte à surprises. Mais quelle imagination, puis quelle folie, puis un gars très attachant. Yves, c'est le plus grand créateur que je connais. C'est la personne qui a le plus d'imagination. Je dirais que la seule chose que le groupe lui a apporté, c'est une rigueur dans la façon de développer des projets, de développer des idées, puis de les amener à terme. Parce que la folie, il l'avait déjà et il l'a encore. Et là, il est rendu redoutable parce qu'il y a 20 ans de pratique, 15 ans de formation de RBO. Alors là, maintenant, il est capable d'expliquer et de faire, au meilleur de sa connaissance, ses idées débiles mentales. Il y a une affaire qui paraît-il, n'était pas fréquente en TV. Nous autres, on ne le savait pas, on ne l'avait jamais fait. C'est l'implication de tout le monde dans tout, finalement. Nous autres, on se mettait le nez partout, puis on donnait la permission à tout le monde de mettre le nez dans nos affaires, dans nos textes. C'est-à-dire que, je sais pas, il y avait une réunion de costumes, Yves était là. Puis là, il disait, bien, nous autres, on verrait un costume de même. Puis là, la costumière échangeait avec lui là-dessus. On était en tournage, puis le perché disait, mais semble, si tu disais ça à la place, ça serait meilleur. Puis on disait, ah, ben, c'est pas faux. Je veux dire, bonne idée. Il y avait beaucoup de ça, j'ai l'impression. La collégialité qu'on avait, on l'a. Et comme ça devenait comme une équipe, l'équipe de TV, de RBO, on était bien together, bien proches, bien, tout le monde se sentait investi de la mission d'essayer d'améliorer. À un moment donné, c'est devenu un réflexe, d'ailleurs, des réunions de production, de chercher des rapports entre les sketchs. Ah, il y a une cuisine là. Cette cuisine-là pourrait servir de salon dans ce sketch-là en changeant 3-4 affaires. Ah, tiens, Bruno, effectivement, ressemble à tel personnage déjà rendu là. Bien, on va rajouter on va changer de perruque, il va pouvoir aller faire telle affaire. Alors, on gagnait beaucoup de temps comme Les ça. journées de tournage, là, c'était une discipline militaire. Les horaires de maquillage, de changement de costume, de changement de décor, c'était une mécanique parce qu'il n'y avait aucun jeu. Il n'y avait aucun jeu. À partir du moment où, supposons Chantal. Mais on se garde... Chantal niaisait au maquillage. Bon, bien, on était fait. Supposons. Mais on se gardait toujours des pauses quand même. Tu sais, comme Bruno, il y avait toujours une pause barre Mars. dans toutes ces journées, comme tu dis, qui demandaient un régime militaire, on réussissait quand même à trouver une petite heure. C'était rationnel. On disait, la barre Mars que tu commences à manger avant tes sketchs, tu pourrais la finir après telle autre, tu pourrais gagner 5 minutes. Ouais. Si Bruno avait été dans l'armée, ça aurait été aux cuisines. Mais je pense qu'il y a une chose, nous, qu'on remarquait et qu'on se faisait dire, parce que comme c'était la première année de télévision, on l'ignorait, mais l'équipe technique tripait. Et ce qu'on nous avait dit, c'est souvent, parmi l'équipe technique, là, je ne veux pas blaster personne ici, mais que souvent, ces gens-là sont habitués à avoir énormément de production, puis ils deviennent, à la force, un peu blasés. Mais qu'avec la production de Rock et Bézarra,
ils embarquaient toute la gang, ils tripaient tous là-dessus. Je me souviens des accessoiristes qui, cette semaine, je magasinais pour moi, puis j'ai trouvé telle affaire, j'ai pensé que ça pourrait servir au slow-mo pour ci, pour telle affaire. que Il y je avait porte vraiment présentement. Exactement. D'ailleurs, C'est un personnage de Richard en 86. D'ailleurs, il y a des gens qui ont travaillé sur nos productions et des fois, on en voit qui ont encore le chandail de production d'RBO. Preuve qu'un, il était fier et deux, il était très peu payé parce qu'ils ont le même linge depuis 15 ans. Moi, ce que j'ai su par la suite, c'est qu'il y a des gens qui ont passé des nuits blanches sur des machines à essayer de créer un effet vidéo qui n'était pas disponible vraiment à l'époque, mais qui a réussi à faire fonctionner la machine d'une certaine façon, puis aussi qu'il l'a fait sur son temps à lui. Donc, Mais Pierrot Séguin, qui était le monteur au début, c'était un des monteurs qui est réalisateur maintenant. Tu sais, des studios de post-production, ça coûte bien cher de l'heure. Fait qu'évidemment, quand le gars déclare 8 heures, bien, ça vient de te coûter pas mal plus cher que s'il avait déclaré 6 heures. Puis bien des fois, là, il nous faisait des prix. Là. Tu voyais, là, moi, je l'ai fini sur un autre job où j'avais du temps de 2 bebelles sur mon heure de dîner. On avait la collaboration. Et toutes ces autres émissions De tout étaient le monde. vraiment pourries Mais parce celle- qu'ils prenaient le temps des autres émissions pour monter la nôtre. Non, mon- Tout le monde, tu sais, comme se mêlait un petit peu de tout, puis voulait être au courant de tout, comme au niveau des costumes, maquillage, parce que sur des productions télé, il y a du monde qui s'en fout un peu. Mais dans l'équipe, tout le monde voulait voir où ça allait mener, les costumes, les perruques, les maquillages. Tout le monde voulait voir un petit peu. Il y avait C'est un beaucoup peu de- le gars de l'inconscience. On l'essayait. On se disait, non, on veut le faire de même, on veut l'essayer Où comme allaient ça. les budgets? Ça allait jusque-là. Ouais. On disait aux producteurs, mets donc un petit peu moins d'argent là, puis un peu plus là. C'est pas la job des artistes habituellement de faire ça. Puis nous, on se mêlait de ça aussi. là. Tu sais, de dire à un producteur, peux-tu en mettre un petit peu moins sur ton chalet, puis un petit peu plus sur nos costumes? Mais je pense que c'est que les comédiens étaient les auteurs. Donc, à partir du moment où toi, comme auteur, tu sais où tu veux que ton sketch s'en aille, c'est sûr que tu as un pouvoir, tu as une connaissance de la chose qui était beaucoup plus grande, j'imagine, que sur la plupart des productions où les auteurs écrivent, ils envoient ça par Internet, puis le réalisateur s'arrange avec ça, avec les comédiens, qui, à la limite, savent peut-être des fois plus ou moins où c'est qu'on veut aller. Il y a aussi un souci du détail qui s'est développé. Admettons, juste le travail des maquilleurs, ou des fois, même dans des petits rôles, des seconds rôles, où des fois, il y a des personnages qui ont été créés de toutes pièces, là, parce que, genre, c'était un rôle un petit peu pas sans importance. Mais là, tu dis, bon, c'est un homme d'affaires qui va venir dire juste une phrase dans une parodie de publicité. Donc, à un moment donné, tu créais une espèce de... Qu'est-ce que ça rire? Mais non, mais c'est vrai. C'est vrai. Écoute, moi, je parlais de Renault. J'ai fait Renault. Je me regarde, je me reconnais même pas. C'était tellement bien fait le maquillage. Je l'ai jamais joué, Renault. Je faisais... J'ai mis la face qu'on m'a fait en ondes pendant... Ça a pris 3 heures à faire. Tu as fait le chef Groslo aussi, c'était incroyable. Mais avec une moustache, c'est plus facile. Non, mais des ouais. fois, des fois, on avait un rôle. Notre personnage, il était là 10 secondes, il disait une phrase, on se faisait maquiller 3 heures de temps pour aller puncher un affaire. Des fois, on se croise sur différents plateaux, puis on se dit, hey, telle publicité, hein, si RBO existait encore, on lui ferait-tu la job? Malheureusement. Et heureusement pour les publicités, c'est fini. Je mets quelqu'un au défi de ne pas rire dans la pub de Montanel où quelqu'un prend un petit chat blanc et repitche un petit chat brun. Oui. Je m'excuse, Ouais. mais Et c'est c'est drôle un en joke de Moses. marde. Parce que, On parle ici d'une joke de marde. Il n'y a pas d'autre. C'est Ouais. efficace. on a tous des fonctions naturelles. Il y a des choses, des toxines qu'il faut évacuer. Et je crois que c'est un problème dont il faut traiter comme les autres. Hein? C'était ça notre motivation. Quand j'étais très, très jeune, on habitait à Longueuil et mon père, je ne sais pas pourquoi il faisait ça, mais il nous amenait aux Galeries d'Anjou le dimanche. Le dimanche, les magasins étaient fermés. Il a dit, les enfants, on s'en va aux Galeries d'Anjou. Puis là, on est là, mais c'est parce qu'il n'y a rien à voir aux Galeries d'Anjou. On s'en va aux Galeries d'Anjou. Là, tu embarquais dans l'auto, tu rentrais, tu étais tout seul, les magasins étaient fermés, il y avait des grilles de métal, puis là, ils regardaient les vitrines, ils étaient sûrs qu'ils n'achèteraient rien. Et on avait fait à la radio, le même principe, le voyage à Rigaud. On C'est allait à cause à de Rigaud. son père C'est à que cause les, de mon que les magasins sont ouverts le dimanche. Oui. À force de voir le bonhomme avec les enfants, bon, on va ouvrir, coudonc, il va y avoir quelqu'un qui va rentrer. Depuis ce temps-là, il ne va plus. Mais c'est de là que ça vient, finalement. On avait fait le voyage à Rigaud à la radio. Puis là, on s'est mis à triper ces personnages. On a eu bien du fun à jouer ça. Puis là, on a fait Puis, plusieurs. donc, le père, c'est le père d'André. La mère, je pense, c'est la famille polonaise de Chantal au complet. C'était la pitié à l'état pur, tu sais, vraiment, là, la famille profonde, là. Il faut alors que je dise à mon père de ne pas regarder l'émission, finalement, je pense. Moi, j'ai travaillé. Je reprends ma phrase. Comment c'était, M. Caron, Yves?
Ça va vous aider dans le montage. Alors, M. Caron s'est inspiré de certains membres de ma famille et certains membres de la famille de Guy. Est-ce qu'on peut les nommer? Ou... Non, pas Non? du tout. D'accord. Ils sont toujours parmi nous. Ils doivent plus s'en rappeler. Le mien est mort, alors... Et puis aussi, genre, moi, j'ai travaillé quand j'étais jeune dans un hôpital pour malades chroniques où il y avait des femmes d'un certain âge qui étaient là, dont plusieurs qui étaient un petit peu perdues. Et je me suis inspiré aussi de cette expérience-là. Mais c'est également, je pense que M. Caron, c'est comme ça que je vais être vieux. J'en suis désolé. Mais Ben, sais-tu, j'ai hâte. t'as hâte? Ah Parce ouais? que ça va être très attachant. C'est vrai? c'est pas juste ça. On est sonné chez vous. Non, mais c'est pas juste ça. On va le mettre sur la curatelle, puis on va tout y piquer son argent. Mais moi, Plus mon... hâte de te piquer le tien, personnellement. Mais- mais ça, c'est une autre affaire. C'est un sketch qui a eu des conséquences auxquelles on ne s'attendait pas parce qu'il y a des gens qui disaient qu'on riait des aveugles, Ce que l'on faisait, Ben, il me semble. En on quelque riait des sorte. aveugles. Oui. Absolument. mais on se disait ils ne peuvent pas voir. Tu sais, fait que, Et c'est pas grave. pas grave. Nous, on voulait sensibiliser les aveugles, finalement, à leur propre cause. Et je pense qu'on a réussi, parce que je pense que d'un coup, ils se sont solidarisés. Non, ce qui s'est passé de bien spécial avec Hockey pour aveugles, c'est qu'on a fait un sketch premier niveau où il y a du hockey pour aveugles, puis du monde qui joue, puis ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont. C'était, disons, Du bon enfant d'humour. une là. bonne farce. Une Une franquette. bonne farce. À la bonne franquette. Et là, pour une raison obscure, au lieu d'envoyer des lettres dans les journaux pour dire ça n'a pas d'allure ce qu'RBO ont fait, mais l'organisme s'appelait l'Association des Les aveugles et amblyopes amblyopes du Québec, a décidé de nous remettre un prix. Le prix Denis Lazur. Le prix Denis Lazur, Ben, toi. voyons. Ça, c'est Pour winner, l'avancement. hein? oui. C'est avec ça, la l'avancement plaque et de tout, la c'est pas cause. grave. C'est ça. Parce que pour l'avancement Exactement. de la cause des aveugles. Parce Superbe. qu'on- Ben, le Playboy en braille aussi, qui avait Parce dans- que- oui. la cause Oui, de ce prix-là. oui, c'est moi Ouais. qui. Oui. Non, ça a Superbe toujours... trophée en forme de chien guide. Non, oui, ça a toujours été une cause pour nous, les aveugles. Ça, Les pour les aveugles. Suédoises à Mais grosse moi, je boule. me souviendrai On tout a le temps, toujours quand essayé ils- d'en parler le plus Quand ils possible. nous ont mis la fameuse plaque, le fameux prix, il y avait comme un genre de réception. Ah oui? Puis Guy, tu avais écrit un texte. En tout cas, je ne sais pas si on l'avait écrit ensemble, mais tu avais écrit un texte d'acceptation du prix. Et c'était très drôle. Et on se disait, mon Dieu, ils vont-tu trouver ça drôle? Ils se roulaient par terre dans la C'est juste qu'ils ne regardaient pas dans la bonne direction. L'acceptation du prix, hein, c'était nous sommes contents de recevoir le prix Denis Lazur et la bourse de 50 000 qui s'y rattache. Là, t'entends, parce que c'est une association qui n'a pas beaucoup d'argent, ça fait oh! Je dis, 50 000 qui sera financé par la vente des crayons qu'on va vous remettre à la sortie. Mais bon, Ils ont trouvé ça drôle. si on a pu les aider, ces aveugles-là, ben, tant mieux. ça. Mais on a ri d'eux comme de tout le monde, finalement. Exactement. Et c'est pour ça qu'ils nous remettent un prix. C'est la grande leçon à tirer de ça. Tout le monde égal. En Radio Miroir, moi, la veille au soir, j'essayais de l'imiter avec la cassette, tout ça. Je ne l'avais pas pantoute, là, ça ne marchait pas. Et quand on m'a fait le maquillage, à partir du moment où j'ai eu le casque sur la tête, le chauve, j'ai tout compris. Et là, j'ai tout compris du personnage. La frustration m'est venue de ne plus avoir de cheveux. Et là, je me suis vengé. Tu comprends? Comment tu te préparais, Chantal, pour faire Nathalie Petrovski? Ben, c'était une imitation. Je suis fière de l'avoir réussi parce que le matin même du tournage, je me souviens que je ne l'avais pas encore. J'arrivais pas à la faire. J'avais écouté la cassette, puis d'habitude, bon, ben, j'écoutais ma cassette en accéléré, rien que le son, rien que l'image, etc. Puis je ne l'avais pas. Et puis, le matin même du tournage, j'ai réussi à comprendre ce qui faisait sa spécificité. C'est son débit rapide. Elle a une façon d'être très, 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 très énergique et très énervée. Elle parle comme ça. Alors, c'est comme ça que je l'ai Est-ce qu'ils t'ont mis, bravo, est-ce qu'ils t'ont mis un faux nez pour le faire? Non, c'était mon nez. Et Chantal, elle se mettait vraiment dans le personnage. Puis la deuxième fois, quand elle a fait Nathalie Petrovski, elle n'a pas été aux toilettes pendant une semaine. Et là, elle l'a vu, là, mais vraiment, là. La pub des slow-mo qui fait l'annonce de fondu. Elle a fondu. Où le prêtre sourd et muet. Il y a bien des gens qui ont vu notre parodie avant de voir l'original. La pub des slow-mo qui fait on danse à fondu, c'est une vraie pub qui était plus en onde au moment où notre sketch est sorti et qui est revenu en onde genre 6 mois après. Là, le monde voit ça et dit c'est l'annonce des slow-mo, tu sais. Et c'est là qu'ils voient que... Ben, le curé sourd-muet Ça, c'est passait payant. sur le câble. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas le câble. Ceux au Québec, là, c'est des gens de Montréal qui le voyaient. Et le personnage s'autosuffit, ce qui fait qu'à un certain moment, ils ont peut-être vu un monsieur, un curé sur le câble. Ils disaient, ah ben, ça ressemble à Yves Pelletier. Moi, quand ma mère est morte, dans ma famille, personne n'était pratiquant, pantoute. Et il s'est passé des vraies choses qu'il y a dans ce sketch-là. C'est-à-dire, premièrement, la famille Lepage n'a jamais été à l'église de sa vie.
Fait que tu as un curé qui dit gloire à Dieu. Puis là, tu es en salle, tout le monde se regarde. Et je dis, ouais, je vais bleu. Puis là, moi, j'avais un mononcle qui était bien dans le Christ parce que lui, il le savait, tu sais, au plus haut des cieux. Puis tout le monde dit, et le curé est arrivé, puis il dit le Seigneur reçoit au ciel aujourd'hui notre sœur Liette. Il ne savait pas son nom. Puis il y avait une crise de folle qui jouait à l'orgue, puis qui ne chantait pas comme Madame Bellavance, mais était. Non, on la salue. Mais était. Tu es monté aux cieux. Elle a tripé, là. Elle était contente que ma mère soit morte. Ah, oui. Fait qu'on était un peu sidérés parce qu'on était hyper tristes parce que, tu sais, c'est pas. Puis en même temps, écoute, on riait, là. On disait, hey, elle doit-tu être down, elle? Le curé, moi, j'ai toujours trippé ces curés. Je viens d'une famille très religieuse, le contraire de toi, finalement. Et d'ailleurs, ma grand-mère s'appelait Bellavance. Juste te donner un petit hint comme ça. Le nom n'est pas venu pour rien. Et puis, c'est ça, j'ai des oncles curés. Et mes oncles curés ont vu ça. C'est très bien ce que vous faites. J'ai vu la messe, c'est bien. Mais j'ai pensé à quelque chose pour votre groupe. Vous pourriez faire le tour des églises et faire des chants religieux. Je pense que ce serait très bien pour votre groupe. Mon oncle, je pense que tu n'as rien compris. Chef Gros-Lot, on a regardé, je l'ai fait 4-5 fois. Et les gens en parlent comme si on l'avait fait à chaque semaine pendant 8 ans. Comme Ça a frappé, on dirait. Il y a des choses qui expressions, frappent l'imagination. Le fameux Castillon. Je ne sais pas pourquoi les gens ont accroché sur le C'était Castillon. dégueulasse. C'est parce que c'était Non, mais le vraiment nom est dégueulasse. drôle. Le mot, c'est pas un vrai mot, mais du Crestillon, c'est dégueulasse. Gourgane et tout ça, tout Oui, mais ça, ça, au début, c'était... Picossin et de la roublette. Non, Picossin, mais écoute, roublette, spinouche. C'était tous des mots québécois, un chef québécois qui fait de la bouffe de chez nous, là, de la fameuse bouffe de chez nous. Fait que c'était tous des mots qui n'existent pas. Picossin, roublette, pourane. Ben, des fois, ils existent, puis ils n'ont aucun Gigourne. intérêt comme mot. Tu sais, juigourne. Puis là, tu sais, tu peux mettre un petit peu de bave dans le... De la bonne juigourne. Mais parmi tout ça, c'est le Crestillon qui est ressorti. Oui. Pourquoi? Parce qu'il était bien dégorgé. Ben moi, la première fois que j'ai entendu parler de ce monsieur-là, je l'ai entendu c'est sur une cassette audio. Et déjà, je trouvais ça drôle. Il a mes premiers minutes a dit... Je dis, c'est quoi cette affaire? Là, je l'ai regardé à la télévision, puis là, à un moment donné, quand on est rendu... Quand on a commencé à TQS, Oh oui. à un moment donné, il y avait Sylvain Ménard aussi qui m'avait dit, ah, là, regarde ça. Lui, tout ça. le principe, c'est un mot, une note. Hein? Et le premier ministre a dit... Tu jouais, c'était très drôle. Une excellente performance. Bravo, Yves. Bravo, bravo. plaisir. Yves. Bravo. Mais ça prend beaucoup de coordination au niveau des gestes, les mots. Il faut faire le geste, dire le mot au bon moment. Alors, des fois, pour ceux qui sont très observateurs, vous regarderez des sketchs, des fois, je dis le mot un petit peu avant d'avoir fait le geste. Ouais. Et des fois, quand j'ai une perte de mémoire, il y a une série de gestes qui ne veut absolument rien dire. Hey, il a pris. Les bras se promènent tout seuls et ça n'a aucune signification. Ça, c'est les E de sourd-muet. Je suis bien déçu, je pensais que tu étais bon. Mais il faut dire une chose de Yves, c'est que Yves a une mémoire exceptionnelle. Je veux dire, lui, il peut faire ça puis les apprendre vite. Je veux dire, moi, je suis encore là-dessus. Ça fait 10 ans que j'essaierais de faire 3 phrases. C'est fascinant parce qu'il est autonome. Ses mains sont autonomes par rapport à sa bouche. Ah, il n'y a pas juste ça. ben, mais Au niveau de sa vie amoureuse, ça l'a beaucoup servi. J'avais bien aimé ça. Moi, j'aimais bien. Je pense que c'est un des classiques de RBO. Pour ceux qui ont aimé RBO dès le début, là, il y en a beaucoup encore qui se Donc, rappellent. Richard. Richard aimait beaucoup Moi, j'aimais RBO ça. dans le début. Mais c'était comme mon troisième groupe préféré. Là. Il y avait les Beatles puis les Rolling Stones. Mais ça, je pense que c'est un des classiques de... Puis il y en a eu beaucoup de versions parce que la première version était très longue. Moi, à la radio. j'ai appris que Chantal avait vraiment étudié à l'école classique privée. Ben Puis oui. ton personnage, c'était vraiment un personnage que tu avais vécu ou Ah, vu. tout à fait. Moi, j'avais adoré ça, faire ça. Parce que, écoute, c'était carrément ce que j'avais vécu. En fait, c'était moi. C'était pas compliqué, c'était pas difficile à faire. J'avais trippé totalement à faire la petite cucu. Là. T'étais chiant. C'était le fun. Oui, j'étais chiante. Tu l'avais bien. Mais je suis chiante. Tu l'avais bien. Je suis chiant. Tu viens de t'en rendre compte? Nous autres, on répétait pas. On arrivait sur le plateau, puis on jouait, on se plaçait des affaires. Et Chantal était d'une grande discipline. Quand elle faisait des imitations, elle les pratiquait, elle était vraiment écœurante. Alors, un jour, elle pratique Madonna. Elle fait Like a Virgin, je pense, quelque chose Papa comme Don't ça. Preach. Papa Don't Preach. Ah ouais, ok. Elle regarde le vidéo, elle fait tous ses mouvements. Et Bruno fait le père. Il fait Papa Don't Preach. Il fait le papa. Fait que là, la vidéo commence, puis Chantal est pareille. Elle bouge pareil, elle a super bien. Et là, d'un coup, ce gros
Zouf-là rentre dans le plan, puis il fait n'importe quoi. 3-4 puis- grimaces qu'il n'a même pas pensé 3-4 avant. grimaces qui ne savaient même pas qu'il ferait. Là, plus personne ne regarde Chantal, le monde regarde Bruno. Puis là, tu te dis comment scraper 2 jours de travail avec un gros tata. Je me souviens, Chantal avait, après la tech, tout le monde riait, tu sais, les techniciens de la tech, ah, 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 ça rit. Elle dit, ah, c'était correct, c'était bon. Là, elle se rend compte que j'étais derrière. C'était pas de moi. Ben, je me disais, elle est chanceuse de toutes les embrasser chacun leur tour. J'aimerais ça. Ben, ça n'a pas été une C'est une controverse, controverse ça à n'a pas l'interne. été diffusé, Ouais, en c'est fait. ça. Carrément, la diffusion a été interdite, a été retirée de ça. Pourtant, Ultramarde, Ben oui, c'est quoi le problème, une, donc? une pauvre compagnie pétrolifère. Parce que là, il faut tu expliquer dis- que c'est un jeu de mots, c'est Ultramar. Tout ce qu'on a fait, c'est Ah, rajouter c'était- deux ah, petites lettres à la fin. Ben oui, Tout simplement. Ben Je oui, te je parle sais des pas. multinationales qui sont susceptibles. C'est Hein? pas une joke de marde, c'est une joke d'alphabet. Mais si je me souviens bien, la polémique ne venait pas du nom Ultramar, mais bien de ce qu'on disait. Exactement. Parce qu'on disait qu'Ultramar avait licencié des employés et tout ça. C'est C'est dit ce qui était inconcevable. On Ben ne oui. peut pas dire ça. Cette idée d'avoir On un n'a point pas de le vue. droit de dire ça sur des multinationales qui congédient des gens. Logiquement, il faut juste remettre ça dans la balance. C'est une nouvelle station de TV qui part pour la première fois ou à peu près, on s'en va faire une affaire sur Ultramarde. Alors, on peut comprendre que TQS avait cette réaction-là. Venant de nous, on était vraiment fâchés. Aïe, On Oui, parce était que- vraiment Pas content. maudits. Parce qu'on disait, écoute, on n'en a rien à foutre, nous autres, de ce compagnie-là. On a une bonne joke, puis À cette heure qu'on a des autos, ça a changé. Moi, Ultramar, personnellement, c'est une Jamais. compagnie que je respecte beaucoup. jamais. Puis moi, j'ai Je fais une plus carte dans jamais mes ça. poches, puis j'ai des... Non, mais puis c'est j'ai frustrant de voir que tu peux rire de Belgazou tant que tu veux, puis personne ne va t'écœurer avec ça. Puis quand il s'agit de grosses compagnies et d'intérêts supérieurs, ben Exactement. là, il y a des problèmes. Ça, Alors ça que nous a Belgazou profondément n'a choqués. jamais congédié personne, c'est plutôt l'inverse.